Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci encore de suivre votre émission Objection qui reçoit Ndiaga Sylla. Ndiaga Sylla, bonjour. C'est un plaisir encore une fois de vous recevoir l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Baye Oumar. Je salue l'ensemble des auditeurs de Sud FM qui nous écoutent par le canal des différents réseaux. Alors, Ndiaga Sylla, vous êtes le président de Select. Select, c'est cabinet d'expertise électorale. Vous êtes en même temps président du dialogue citoyen. L'ambiance, vous la connaissez. Le contexte inédit, vous nous direz pourquoi. Les élections locales au menu des discussions. Les investitures donnent déjà le ton. Ndiaga Sylla, hier, dernier délai pour le dépôt du cautionnement à la caisse de dépôt et de consignation. Mais y a-t-il droit à l'interprétation? Le délai est-il court face à une problématique à enjeu? Qu'en pense l'expert électoral que vous êtes? Merci Baye Oumar. Vous savez, pour ce qui concerne la participation aux élections départementales et municipales, avant la dernière réforme, le cautionnement n'était pas exigé. Et ça a un sens d'ailleurs, parce que c'est des élections qui restent essentiellement citoyennes. Mais paradoxalement, lorsqu'on a permis aux candidats indépendants de participer à tous les types d'élections, depuis la révision constitutionnelle de 2016, il y a eu un certain nombre d'impacts sur le code électoral. Les acteurs se sont donc réunis pour dire qu'il faut non seulement définir, on y reviendra, le statut de l'indépendant, mais aussi il faut prévoir un cautionnement à verser par toutes les entités politiques ou citoyennes qui désirent faire acte de candidature dans le cadre des élections locales. C'est ainsi donc que, de la même manière qu'on verse le cautionnement pour les législatives et la présidentielle, il est prévu que le ministre de l'Intérieur, après avoir recueilli l'avis des partis et des coalitions de partis, et aujourd'hui avec les entités indépendantes, fixe le montant du cautionnement. Il est connu ce montant, 15 millions. Oui, le décret donc a été, plutôt l'arrêté du ministre a été donc publié, et il a fixé le montant pour d'abord le département, c'est 15 millions, ensuite pour la commune, c'est 15 millions. Oui. Maintenant, ce montant, il est uniforme selon qu'on veuille se présenter dans toutes les collectivités locales. Maintenant, ce montant, une fois fixé, doit être donc versé par chèque de banque au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Alors, dans la pratique, en général, on permettait donc à ceux qui veulent donc faire leur liste de déposer donc le chèque, même le dernier jour fixé pour le dépôt des candidatures. Alors cette fois, le directeur de la caisse de dépôt et de consignation a fait un communiqué il y a quelques semaines pour dire que la date butoir, justement, pour le dépôt donc du chèque de banque au niveau de la caisse est fixée donc hier samedi. À minuit. Alors, le lendemain, c'est un jour donc non ouvrable, lundi c'est férié. Cela veut dire donc pour pouvoir disposer d'un chèque, d'autant plus que la plupart des institutions financières ne travaillent pas le samedi, il fallait donc justement réunir les conditions pour le faire le vendredi. C'est le premier acte, c'est le dépôt du cautionnement. Oui. Maintenant, moi je considère que cette décision justement donc du directeur de la caisse de dépôt et de consignation n'est pas conforme au code électoral, qui ne fixe pas de délai, ni avec l'arrêté du ministre fixant le montant du cautionnement, encore moins avec la pratique qui était en cours justement au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Donc aujourd'hui, on empêche à quelqu'un qui peut-être pouvait le faire le mardi prochain ou même le mercredi, dernier jour, pour donc satisfaire justement à cette exigence. Vous avez parlé de non conforme à la pratique. Il n'y avait pas de caution dans les précédentes élections locales. Oui, il n'y avait pas de cautionnement pour les élections locales, mais il y a toujours eu de cautionnement pour les élections législatives et l'élection présidentielle. Et c'est la même justement démarche, parce que moi j'ai pu, il y a 20 ans, justement suivre la procédure qui prévalait avant, parce qu'avant, l'argent liquide était versé au niveau de la trésorerie générale. C'est à partir justement de 2012 qu'on a effectivement commencé à verser justement le chèque
établi au niveau donc par la banque au niveau de la caisse de dépôt et de consignation. Et d'ailleurs, c'est un chèque de banque. Et un chèque de banque, il est émis par la banque elle-même, qui après s'est assurée de toutes les garanties de disponibilité des fonds. De sorte que la caisse, au nom de cette procédure, justement, liée à la validité en fait donc d'un chèque de banque, n'avait pas à déterminer en fait donc un délai pour s'assurer en fait donc de la disponibilité des fonds. Alors vous avez parlé justement de délai. Le premier acte, c'est le dépôt de la caution. Ensuite, il y a les listes aussi à déposer. Absolument. Oui. Il y a les listes à déposer, mais il va falloir faire justement donc les investitures. Le dossier de candidature comporte un certain nombre de pièces. Oui. En vérité, c'est quand même simplifié parce que d'abord le code est très clair. Et cette fois, non seulement dans la partie législative, mais dans la partie réglementaire aussi, on l'a réitéré. Aujourd'hui, chaque entité qui a donc la possibilité donc légalement de présenter donc des listes de candidature, c'est d'abord le parti politique, la coalition de partis politiques légalement constitués et les entités indépendantes. Sauf que pour les entités indépendantes, il faut réunir un certain nombre de signatures. Même si on ne l'appelle pas parrainage, c'est bon de le rappeler, le nombre de signatures. Le nombre de signatures, c'est 2% des électeurs justement de la circonscription. Oui, avec la particularité pour le département, parce que pour le département, il va falloir que déterminer, une fois d'ailleurs que le 2% est connu, choisir en fait dans la moitié des communes constituées du département au moins 1% de ce nombre. Mais heureusement d'ailleurs que ce décret a fixé en fait donc ces éléments-là. Pour la ville aussi c'est le même principe, parce qu'on ne voudrait pas qu'on recueille en fait donc l'ensemble des candidatures pour la ville et pour le département à partir d'une seule commune. Maintenant pour la commune, l'essentiel c'est d'avoir en fait donc 2% en fait donc des signatures. De toute manière le décret fixant plutôt l'arrêté du ministre l'a déjà fixé, même si l'arrêté est sorti tardivement, à 2 semaines justement du démarrage des listes de... Ça c'est pour les indépendants. C'est pour les indépendants. Et, oui, les partis politiques, alors, les coalitions. Pour les partis politiques, oui. Il va falloir non seulement donc déposer, faire acte de candidature sur la base maintenant du modèle de déclaration, parce que c'est la loi qui prévoit que le modèle de déclaration de candidature est établi par le ministère de l'Intérieur. Oui. Il y a donc une déclaration individuelle, d'abord d'investiture. C'est une lettre par laquelle effectivement donc l'entité politique ou citoyenne déclare qu'il donc investit des candidats au scrutin proportionnel et au scrutin majoritaire. Il y a aussi la déclaration de candidature par laquelle aussi bien pour ce qui concerne le scrutin majoritaire que pour le scrutin proportionnel, on déclare qu'on fait acte de candidature pour le scrutin donc majoritaire, et cette déclaration est accompagnée d'un tableau justement établi par le modèle pour lister maintenant dans l'ordre en fait donc les candidats titulaires et suppléants, aussi bien pour le scrutin majoritaire que pour le scrutin proportionnel, avec justement le renseignement des différents cages, parce que en dehors du numéro d'ordre, il y a le prénom, le nom, date de lieu de naissance, l'adresse, la profession, avec la précision justement du service et de l'emploi lorsqu'il s'agit en fait donc d'agents de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctions où effectivement quand on les occupe, on est inéligible. Donc, et on mentionne aussi le sexe, parce que c'est pour vérifier effectivement si la liste respecte en fait donc la parité. Et que maintenant en dehors maintenant de ces deux déclarations d'investiture et de candidature, il y a aussi une déclaration individuelle que doit remplir chaque candidat, avec justement toutes les informations liées à son état civil, mais aussi sa position en tant que titulaire ou suppléant sur la liste proportionnelle ou la liste majoritaire. Et aussi à la fin, il y a une déclaration sur l'honneur justement par laquelle justement le candidat atteste qu'il est conforme justement avec donc la loi et qu'il jouit de ses droits civils et politiques. Oui. Maintenant, avec la particularité, pour l'indépendant maintenant, il devra lui attester justement que en réalité, il n'a jamais milité dans un parti politique où il a cessé toute activité militante justement au moins 12 mois avant, parce que c'est ça justement aujourd'hui la définition en fait donc du statut de l'indépendant. Mais pour beaucoup d'indépendants, est-ce qu'il est possible d'aller du moins emprunter le récépissé d'un autre parti pour justement prendre part à ces joutes électorales? En vérité, Baye Oumar, on est dans cette situation d'ailleurs. Oui. Pourquoi? Parce que moi j'ai estimé que même si
la révision constitutionnelle de 2016, à travers le référendum, a étendu la participation des indépendants à tous les types d'élections, il y a quand même un certain nombre de contraintes. D'abord liées au cautionnement, au montant qui est exorbitant, mais aussi à la définition du statut de l'indépendant. Donc aujourd'hui, par rapport à ce statut, lorsqu'on dépose une liste donc indépendante, on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas, justement, parmi les candidats, un militant de parti politique. Alors ça, c'est quand même difficile de l'assurer, même si maintenant, en retour, la cour d'appel ou les cours d'appel qui sont chargés effectivement de traiter de ce type de contentieux, il sera difficile justement de prouver, d'autant plus d'ailleurs que nous sommes dans un contexte où il n'y a plus pratiquement de cartes de membres des partis politiques. En tout cas, ce sera difficile donc, à prouver. Et pour contourner maintenant ces obstacles, justement, plus maintenant les signatures à recueillir. Surtout. Par exemple, je disais tout à l'heure que l'arrêté du ministre fixant le nombre de signatures à récolter a été signé à 2 semaines des élections. Alors que pour être, par exemple, faire une liste au niveau de la ville de Dakar, il faut 13 000 signatures. Et ce n'est pas aisé. C'est pourquoi aujourd'hui, d'abord, pour contourner justement ces obstacles, les indépendants, effectivement, se sont constitués pour se cotiser pour l'essentiel, pour verser non seulement le cautionnement, mais aussi pour se faire rembourser. Parce que la loi dit que lorsqu'on est présent dans une seule commune, pour être remboursé, il faut donc, à l'issue de l'élection, obtenir donc 5 conseillers. Alors que une liste présente dans plusieurs collectivités territoriales, il est exigé justement au moins d'avoir pour la commune un conseiller. Pour le département, il est exigé, lorsqu'on se présente dans un seul département, 3 conseillers pour prétendre au remboursement et 1 conseiller. C'est valable pour tout le monde en fait. Mais en réalité, c'est parce que les indépendants, ils ont tendance à se présenter dans une seule circonscription. Et c'est d'ailleurs ça le sens en fait des élections locales. Parce que ce sont des citoyens qui sont dans leur commune, qui s'organisent, qui aujourd'hui, compte tenu de l'enjeu effectivement de la décentralisation et de la démocratie locale, veulent justement participer au développement de leur collectivité locale. Alors donc on ne devrait pas justement donc poser des obstacles justement qui les empêchent à exercer en fait. Donc la loi n'interdit pas, et surtout pour contourner ces obstacles, notamment le recueil des signatures ou bien le cautionnement, d'aller emprunter justement un récépissé de partis politiques. Absolument, parce que nous sommes dans un pays où il y a près de 400 partis politiques. Ce n'est pas interdit, parce que ce sont des partis politiques légalement constitués qui décident justement de former une coalition. L'essentiel, on le disait tout à l'heure, dans les dossiers de candidature, la coalition doit être déclarée au plus tard la veille. Il y a une nuance d'ailleurs, on ne dit plus la veille parce qu'on l'a rectifié maintenant dans le code. Maintenant, on dit au plus tard la veille. Donc, lorsque moi, je veux déposer ma liste le premier jour, c'est-à-dire le 29, j'ai l'obligation de notifier le nom de ma coalition le 28. Mais je peux aussi justement la notifier le 29 et déposer ma liste justement le dernier jour, c'est-à-dire le 3 novembre. Étant entendu que maintenant, pour le parti politique, lui, il a la possibilité de venir le dernier jour et déposer sa liste. Mais lorsqu'on est une entité indépendante ou justement une coalition de partis politiques, puisque le parti, il est connu, il a un récépissé donc délivré par le ministère de l'Intérieur, il a un nom, alors que la coalition ou l'entité indépendante, a priori, n'a pas de nom. Il faut, si elle a un nom, elle doit justement donc la notifier. Et éventuellement le titre aussi qui n'est pas obligatoire. Ndiaga Sylla, expert électoral, il est question aujourd'hui de déposer le cautionnement, d'établir les listes, c'est-à-dire nous sommes dans la phase des investitures, mais ensuite la recevabilité des listes. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion quelles sont les contraintes dans le cadre de ce dépôt des listes et comment éviter la non-recevabilité de ces listes? Alors, pour le cas d'irrecevabilité, c'est déjà énuméré dans le code électoral. Parce qu'en dehors maintenant des éléments du dossier, le bordereau, le nom de la coalition, du parti politique ou de l'entité, les pièces à fournir, l'extrait de naissance ou la photocopie légalisée de la pièce d'identité qui accompagne la déclaration individuelle de candidature. Aujourd'hui, il est exigé aussi qu'on puisse mentionner la couleur, le symbole choisi pour le bulletin de vote. Et il est prévu qu'on puisse donner à la fois la version papier et la version électronique justement de cette maquette pour éviter effectivement que les similitudes de couleurs et cas d'arbitrage facilitent effectivement
donc justement l'attribution en fait donc des couleurs et des symboles. Il y a aussi le quitus, parce que lorsqu'on dépose le cautionnement à la caisse de dépôt et de consignation, on vous remet un quitus. Et après s'être assuré de la disponibilité des fonds, disent-ils, on délivre en fait donc l'attestation. Et il est exigé que ces deux éléments soient donc déposés. Le quitus, donc vous comprendrez que on paye la caution une seule fois, qui couvre en fait donc pour les communes. Donc ici c'est la copie justement du quitus et de l'attestation qui est donc exigée. Oui. Et on retient aussi, j'ai dit que tout à l'heure que les déclarations de candidature sont accompagnées de tableaux où sont renseignés tous ces éléments. Et tous ces éléments, y compris d'ailleurs le numéro d'inscription sur les électorales. C'est parce qu'en réalité, quelqu'un qui est inscrit aujourd'hui à Dakar ne peut pas être candidat à Diourbel. Mais entre-temps, d'ailleurs, c'est heureux d'ailleurs que la DGE ait fait un communiqué avant-hier pour préciser effectivement que les primo-votants qui venaient donc de s'inscrire et ceux qui ont entre-temps procédé à des modifications de leur adresse électorale, ils peuvent maintenant... Il n'y a plus de contrainte à ce niveau. Ils peuvent à partir de leur numéro de récépissé pour justement déclarer leur candidature. Tout à fait. Pour être candidat dans une commune ou dans un département, il faut être inscrit sur une liste de la circonscription. Alors oui, toujours dans la même dynamique, caution, dépôt des listes, on est dans le cadre des investitures. La recevabilité ou non des listes, là également, les partis politiques comme les indépendants doivent s'organiser parce qu'il s'agit là de disposer d'une véritable administration. Alors, pour les causes d'irrecevabilité, il y a d'abord que les listes doivent être complètes. Donc, toute liste incomplète est irrecevable. C'est-à-dire que chaque liste doit comporter autant de titulaires que de suppléants pour chaque scrutin, majoritaire et départemental. Et toute liste qui ne respecte pas la parité alternée aussi est irrecevable. Toute liste aussi qui est donc déposée au-delà du délai est irrecevable. Vous avez parlé de parité alternée. Oui, la parité alternée, c'est une exigence. C'est-à-dire une liste qui ne respecte pas cette disposition, elle est rejetée. Il y a le fait aussi que la liste doit être accompagnée de toutes les pièces. Par exemple, si moi je suis candidat, je remplis ma déclaration, ma déclaration individuelle, et qu'on oublie justement de joindre en fait donc la photocopie légalisée de la carte d'identité ou de l'extrait de naissance de temps de 6 mois, on considère que la liste est recevable. Bon, maintenant aujourd'hui, quand même il y a des souplesses depuis 2001, après 2001 d'ailleurs. Est-ce qu'il y a possibilité d'introduire des recours? Oui, après rejet ou d'irrecevabilité constatée. Oui, j'y reviens. Parce que pour le code électoral, la particularité de notre justement système électoral, et d'ailleurs c'est extrêmement important, c'est dans un sens très positif. À toutes les étapes du processus, il y a le contentieux qui est géré justement par les juridictions, chacune en ce qui la concerne. Maintenant, pour ce qui concerne la gestion des candidatures, ce sont les cours d'appel qui sont compétentes. Maintenant, il y a une certaine souplesse, parce qu'une fois le dépôt fait, dans les 48 heures, après que la commission ait procédé à des vérifications liées à la recevabilité juridique, lorsque par exemple on constate un cas d'inéligibilité, dans les 48 heures qui suivent, le mandataire est saisi. Et il a 72 heures justement donc pour procéder aux rectifications. Oui. Par exemple, lorsque moi je dépose un extrait qui comporte des erreurs ou une photocopie non légalisée par exemple, j'ai la possibilité de le remplacer dans les 3 jours. Dans les 72 heures. Maintenant, lorsque aussi il y a un cas d'inéligibilité, l'autorité, le président de la commission, le préfet, il saisit la cour d'appel qui statue dans les 3 jours. Et même durant cette période, le candidat, plutôt la liste, une fois saisie, peut saisir dans les 72 heures qui suivent en fait donc la cour d'appel et aussi de la même manière la cour d'appel statue dans les 3 jours. Et même après, justement, on y reviendra peut-être parce que 10 jours avant, je pense que ce sera le 12 novembre, au plus tard, les préfets et les sous-préfets vont devoir publier par arrêté en fait donc les listes de candidatures acceptées. Le 12 novembre. Et même là aussi, on a la possibilité dans les 72 heures de saisir en fait donc la cour d'appel. Maintenant, il s'agit de préciser qu'il s'agit aujourd'hui des cours d'appel de ressort. Parce qu'avant, il n'y avait que la cour d'appel de Dakar qui était compétente pour à la fois les élections nationales et les élections locales. Mais aujourd'hui, avec la création des cours d'appel de Ziguinchor, de Thiès, de Saint-Louis,
de Kaolack. Il n'y a que la cour d'appel de Tamba qui n'est pas fonctionnelle et qui doit couvrir Tamba et Kédougou. Mais il est prévu que dans ce cas, c'est la cour d'appel de Dakar qui est compétente. On aurait dû justement donner la compétence à la cour d'appel la plus proche pour éviter que les Tambacoundois se déplacent jusqu'à Dakar. Mais il y a également de ce point de vue à rappeler que le dépôt des listes de candidature est prévu au plus tard le 3 novembre. C'est bien dans 72 heures pratiquement. Alors de ce point de vue, je le disais tout à l'heure, qu'il va falloir pour à la fois les indépendants comme les partis politiques de disposer de véritables appareils administratifs pour cette organisation que vous avez indiquée. Oui, je pense que d'abord, il y a à souligner que le ministère a organisé des sessions de formation, aussi bien pour les autorités administratives que pour les mandataires. Il y a des documents qui ont été donc donnés. Mais je dois quand même reconnaître, malgré en fait donc les efforts qui ont été faits depuis quelques années, à partir surtout de 2017, il faut quand même reconnaître que dans notre système électoral, la communication reste le maillon faible. Parce qu'aujourd'hui, moi je reçois tellement, je reçois, parce que j'ai eu l'opportunité dans le cadre de mon cabinet à faire des formations pour plusieurs coalitions. Mais je continue aujourd'hui à recevoir beaucoup d'appels et parfois même à des niveaux où ça m'étonne parce que c'est des gens qui ont participé aux concertations, etc. Mais quand même c'est normal parce que les élections locales sont les élections les plus complexes. Alors, maintenant, les partis aussi, ils gagneraient, je ne le dis pas pour faire de la publicité, mais à mieux justement connaître justement donc le fonctionnement de notre système électoral. Mais aussi la responsabilité première aussi, il faut le dire, Baye Omar, la responsabilité première revient à l'État. Ce n'est pas maintenant un problème justement d'incompétence, parce que quand même nous avons une administration électorale compétente, mais c'est le budget qui est alloué peut-être justement à la formation et à l'éducation électorale qui est faible. Parce qu'aujourd'hui, pour des élections aussi complexes que les élections locales, où on va devoir, parce que la dernière fois on avait 2600 listes, mais cette fois on va dépasser certainement 3000 listes. Alors, il y a énormément de gens, surtout pour ceux qui n'ont pas d'appareil politique. Si c'est déjà difficile pour ceux qui ont l'expérience politique, mais ça va être très compliqué pour les listes indépendantes. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu, sur certains nombres de questions, faire des précisions à travers justement les médias. Les canaux existent, des spots publicitaires, etc. Maintenant, il s'y ajoute aussi, quand même il faut aussi le dire, c'est aussi complexe pour les acteurs politiques que pour aussi les autorités administratives. Déjà, je constate, et c'est pour cela d'ailleurs que je dis que si en fait les autorités administratives ne font pas preuve de souplesse, beaucoup de listes justement seront irrecevables. Mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, déjà certains te disent que oui, on est allé notifier par exemple la lettre de mandataire et on nous dit qu'on n'a pas prévu de suppléant. L'autorité administrative refuse de prendre. Alors que dans les modèles de déclaration de candidature, il n'y a pas cette lettre par laquelle on désigne le mandataire. Et justement, pour moi, si quelqu'un dépose une liste où il nomme un mandataire titulaire et suppléant, même si par exemple vous considérez qu'il n'y a pas de suppléant, mais vous lui dites simplement, vous acceptez la lettre et vous lui dites que moi je ne considère pas le suppléant. Mais en cas par exemple de maladie ou d'empêchement, il faut que quelqu'un quand même dépose les listes. L'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, c'est une question qui revient souvent. Les gens me disent, mais quand est-ce qu'on va déposer la lettre du mandataire? Je leur ai dit souvent que la lettre du mandataire, c'est son passeport. Il n'est pas tenu justement de déposer sa lettre. C'est le jour où il décide de notifier le nom de sa coalition ou de venir déposer sa liste qu'il vient avec la lettre et la présenter. Parce que la loi dit qu'il faut être dûment mandaté par l'entité politique ou citoyenne justement pour pouvoir valablement déposer ces listes. Et d'ailleurs, sur ce plan, je pense que peut-être les réformes prochaines vont les prendre en compte. Il est important que la désignation du plénipotentiaire intervienne pour les élections locales au moins bien avant justement les déclarations de candidature. Parce qu'il va être très difficile pour un parti au niveau national de devoir justement choisir pour chaque commune, dans les plus de 500 communes et dans chaque département, en fait, donc un mandataire. On aurait pu justement permettre au plénipotentiaire désigné auprès de chaque autorité administrative, préfet ou sous-préfet, de prendre en fait donc ces actes de nomination ou de désignation du mandataire. Alors, vous avez expliqué le processus électoral, parce qu'une élection, c'est d'abord le processus électoral, ensuite on va entrer dans les enjeux
la portée, mais aussi s'arrêter sur les limites. Ndiaga Sylla, expert électoral, aujourd'hui, le processus est lancé. Vous avez justement indiqué les étapes à parcourir, mais de ce point de vue, l'administration en soi, parlons-en. Il faut une administration impartiale, transparente. Que retenir de cette administration, justement, qui doit observer ces différentes étapes dans le processus avant d'arriver à la recevabilité? Oui, justement, notre système électoral est géré par le ministère chargé des élections qui s'appuie sur l'administration électorale. Au niveau d'abord centralisé, où effectivement il y a la direction générale des élections et la direction de l'automatisation des fichiers. Mais d'autre part aussi, il y a les autorités administratives déconcentrées. Pour ce qui concerne les élections locales, il y a le gouverneur, le préfet et le sous-préfet. Mais en vérité, ce sont les sous-préfets et les préfets qui ont des compétences propres. Là, je dis souvent qu'il faut faire la différence. Parce que quand on est dans la matière électorale, c'est différent qu'on soit dans un autre domaine. Dans un autre domaine, le ministre de l'Intérieur, le ministre chargé des élections, peut justement donner des injonctions, des directives. Mais en vérité, pour ce qui concerne les élections locales, même si elle peut donner des directives par rapport à ses prérogatives... C'est l'administration sur la base de textes établis. Mais par contre, ces autorités administratives ont des compétences propres. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour ce qui concerne la désignation et la mise en place des membres des commissions d'enrôlement des électeurs, d'inscription, c'est le préfet et le sous-préfet qui sont compétents. Il en va de même pour la mise en place des commissions de distribution des cartes d'électeurs. Il en va de même de la justement, mise en place justement, ou de la désignation des membres des bureaux de vote. Alors tout ça, c'est des compétences non pas du ministère chargé des élections, qui se trouve être actuellement le ministère de l'Intérieur, mais ce sont les préfets et les sous-préfets. De ce point de vue, elles doivent assumer leurs responsabilités. Mais heureusement, quoi qu'on puisse dire, au Sénégal, nous avons une administration rompue à la tâche, aussi bien au niveau central qu'au niveau des mais il y a beaucoup de contentieux de plus en plus. Oui, c'est normal. Oui. C'est normal parce que... et même la dimension partisane, le caractère partisan a atteint notre administration, qu'on le veuille ou non. Et là, c'est un enjeu aujourd'hui. Le Sénégal est regardé et écouté. Il y a aussi un enjeu de ce côté-là. Oui, je sais que l'administration doit rester neutre. C'est ça qui fait sa force. Oui. Et j'ai eu quelques échos par-ci, par-là. Certains sont venus pour présenter en fait donc la notification de leur coalition. Certaines autorités administratives considèrent qu'ils appartiennent à d'autres formations politiques. Je pense que, de toute manière, les autorités administratives doivent se mêler de ce qui les regarde. Je pense qu'il faut laisser aux acteurs politiques le soin de choisir leur camp politique. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on vient pour notifier sa coalition, je pense que sur la base du répertoire justement des partis politiques, il faut juste s'assurer est-ce que c'est la personne indiquée qui a signé. Mais on ne peut pas, justement, parfois même exiger en fait donc le récépissé. Parce que le récépissé, il est délivré par le ministère de l'Intérieur. Donc on n'a pas vraiment à l'exiger. Bon, c'est valable aussi sur d'autres aspects. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, nous avons en fait donc une administration neutre. Et nous espérons que justement cette neutralité justement soit respectée pour justement... dans le cadre de ces élections locales. Malgré maintenant les pressions qui ne manquent pas aussi. Certainement, et l'enjeu principal, Ndiaga Sylla, dans toutes les élections africaines, de plus en plus, j'insiste sur l'Afrique, parce que de plus en plus, il y a des contentieux post-électoraux. Et ces contentieux post-électoraux sont notés dans la phase de l'organisation de ces élections, où de plus en plus, il y a suspicion. Comment se départir, justement, de cette crainte-là, en rapport avec la perspective, je veux parler de ce scrutin local à venir? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que d'ailleurs, on a tendance à créer dans le monde des instituts en matière électorale. Même aujourd'hui, quand même, il faut s'en féliciter. En Afrique, on a quand même un institut aujourd'hui assez prestigieux, c'est ISA,
pilotés par des Africains et qui d'ailleurs en matière par exemple d'observation sont en avance sur les autres. J'ai été en Côte d'Ivoire pour la présidentielle comme en novembre comme pour les législatives en mars, mais là-bas on utilisait les tablettes pour faire de l'observation électorale. Ce qui veut dire qu'à temps réel, on a justement la possibilité justement techniques de l'information, de la communication. Alors qu'on a d'autres instituts quand même codés dans le monde qui n'ont pas effectivement expérimenté cela. Donc pour dire simplement aujourd'hui, il y a aussi aujourd'hui, on a tendance à créer des instituts à homologuer par justement le bridge, justement la gestion électorale. Il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui qui ont été produits. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que moi quand je fais mes formations, je montre en fait le cycle électoral. C'est un cycle universellement admis. Et bon, même si maintenant je reconnais quand même qu'il va falloir à l'avenir corriger parce que rien n'est parfait, on ne peut pas aussi faire un cycle électoral et omettre justement une étape aussi essentielle que celle des candidatures. Donc pour dire simplement qu'aujourd'hui, les modèles de gestion électorale sont variés. Il y a le modèle indépendant, qui a pratiquement cours dans la plupart des pays d'Afrique où nous avons une commission électorale nationale indépendante qui gère à la fois l'organisation et la préparation, mais en même temps le contrôle justement et la supervision. C'est le cas au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria, au Ghana, pratiquement dans la plupart des pays d'Afrique. Nous, on a le système mixte au Sénégal, parce que nous avons une administration qui assure l'organisation matérielle des élections et une Sénat qui se charge de la supervision et du contrôle des opérations. C'est le cas aussi au Bénin. Avant, il y en a encore toujours, parce qu'avant la création de l'ONEL, le Sénégal avait le modèle gouvernemental où effectivement c'est l'administration qui organise sans l'existence justement d'un organe de contrôle. Mais chaque système où chaque modèle a ses forces et ses faiblesses. Mais en tout cas, moi, ma conviction est que nous avons un bon modèle avec ce modèle mixte. Parce que pour moi, on ne peut pas, c'est hasardeux de concentrer l'essentiel des prérogatives en matière de préparation, d'organisation entre les mains d'une seule autorité qui elle-même aussi procède justement, veut procéder au contrôle et à la supervision. Et qui est partie prenante. Maintenant, nous, on a un système quand même qui est mixte, qui est bon, parce qu'à côté de l'administration électorale qui organise, de la Sénat qui supervise, on a les juridictions aussi qui gèrent les différents types de contentieux. Et il s'ajoute aussi que les partis politiques et les coalitions, y compris justement en période électorale, les candidats ont la possibilité d'être présents au début et à la fin du processus. Au début et à la fin du processus. Mais aujourd'hui, parlons des réformes. Que sont-elles devenues ces réformes, Ndiaga Sylla? Oui, la dernière fois, je pense que ça fait un peu plus de 2 ans, nous étions en train, en tant que société civile, de faire la médiation pour amener les acteurs politiques justement à se retrouver autour d'une table. Heureusement d'ailleurs, les acteurs ont pu se retrouver, à l'exception du PDS. On a pu dialoguer pendant pendant 2 ans, pour la première fois d'ailleurs, parce que les plus grandes réformes justement de notre système électoral ont été initiées dans le cadre de commissions cellulaires qui n'ont pas travaillé plus de 3 mois. J'ai l'habitude de dire qu'en 2011, nous avons pu obtenir, grâce au légitime du comité de veille, justement des accords significatifs qui avaient même conduit en 2012 au changement de code électoral après 20 ans que le code électoral de 92 a été en vigueur. Alors aujourd'hui, après 2 ans, sans compter maintenant qu'on ait commis une mission d'audit du fichier électoral en même temps qu'une mission d'évaluation du processus, on a quand même abouti à des réformes. Mais moi, je suis resté sur ma faim parce qu'à l'exception véritablement du changement du mode d'élection des chefs des exécutifs territoriaux, il n'y a pas eu en fait donc de réforme majeure. Oui, mais ce mode de scrutin, si on devrait noter ce mode de scrutin, c'est un mode de scrutin assez révolutionnaire, non? Oui, mais il faut quand même reconnaître que c'est une pratique en cours, surtout en Amérique latine. En Afrique, il y a quelques pays, surtout vers les pays du Sud, qui le font. Je pense qu'il y a le Namibie, je pense qu'il y a Zambie, etc. L'Ouganda qui l'utilise. Alors, aujourd'hui, c'est heureux parce que, d'abord, ça permet de régler, en fait, donc, une dimension politique. Une dimension politique, mais aussi une dimension de démocratie locale. Parce que d'abord, on permet en fait donc aux citoyens justement de connaître le chef de l'exécutif, maire ou président de conseil départemental, et de l'élire directement. Alors qu'avant, ce qui se passait, c'est que les électeurs en fait choisissaient les conseillers.
municipaux et départementaux. Et une fois maintenant l'élection terminée, on convoque une séance d'installation des conseils élus. Et c'est le collège maintenant des conseillers qui élisait en fait donc le bureau, à sa tête le maire, et au niveau ça va changer désormais. Le président du conseil. Ça va changer désormais. Pour donner comment? Parce qu'aujourd'hui, selon la réforme qui est aujourd'hui actée dans le cadre du code électoral, parce que les concertations aussi, c'est une étape du cycle électoral. Après l'évaluation et la concertation, on procède justement à la définition du cadre juridique avec l'adoption du code électoral avant d'engager en fait donc la phase préélectorale avec la révision des listes électorales. Le Sénégal aujourd'hui a un nouveau code électoral. Même si en passant, moi j'ai dit qu'on n'avait pas à adopter un nouveau code. Parce que les changements, la profondeur des changements ne l'expliquait pas. Mais bref, pour dire simplement qu'aujourd'hui, il est retenu que le maire est issu en fait donc de la liste majoritaire. C'est la tête de liste majoritaire dans les communes. Si sa liste remporte l'élection, il devient maire directement. Pour le département, c'est la tête de liste majoritaire. Si sa liste gagne, il devient président du conseil départemental directement. Au niveau de la ville, c'est effectivement là, il faut quand même comprendre qu'avant l'acte 3, il y avait une liste de villes. Et une liste maintenant des différentes communes d'arrondissement. Mais avec l'acte 3, on a voulu que les conseillers de la ville proviennent tous justement des communes constitutives. C'est ainsi que la moitié provenait des listes majoritaires et l'autre moitié des listes proportionnelles. Mais aujourd'hui, on s'est dit que puisqu'on élit le maire pour suffrage universel direct, il fallait donc ramener ou restaurer en fait donc la liste proportionnelle de la ville. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de la ville, il y a en fait donc une liste proportionnelle. Il y a aussi lieu de préciser que la réforme aussi a pu harmoniser la clé de répartition entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Parce qu'avant, finalement, c'est la ville qui a le système qui est adopté au niveau départemental qui est calqué maintenant à la ville. Donc on attribue 55% des sièges au scrutin proportionnel et 45% des sièges au scrutin majoritaire. Par exemple, à Dakar, au niveau de la ville, il y aura 55 conseillers, parce que Dakar a droit, selon justement le décret, à 100 conseillers. Il faut aussi dire que le décret est fixé en tenant compte de l'importance démographique. C'est la loi, le code électoral. De chaque ville. Oui, de chaque ville, de chaque commune et de chaque département. Alors la loi dit que dans chaque département seront élus au minimum 40 conseillers et au maximum 100. Dans chaque commune, seront élus au minimum 36 conseillers et au maximum 100. Étant entendu maintenant que la ville a le statut de commune. Ça, c'est l'article 167 du Code général des collectivités locales qui l'indique. Ce qui fait donc que, par exemple, selon le décret, la ville de Dakar, le décret a été pris le 15 passé, selon ce décret, la ville de Dakar a droit à 100 conseillers. Donc les 55 conseillers seront élus sur la liste proportionnelle. Et les 45 autres seront répartis maintenant entre les communes constitutives, les 19 communes constitutives de Dakar. Et chaque commune, comme le dit la loi, a au minimum 2 sièges. Vous savez, ça va faire au total 19, chacun en a 2. Il y aura au total 38 et il va rester 7 sièges. Et les sièges qui restent sont répartis aussi en tenant compte de l'importance démographique. Je pense qu'il y a Grand Yoff, il y a Médina, si je ne me trompe, et peut-être Yoff ou autres qui ont en fait donc des sièges supplémentaires. Et maintenant, ces conseillers-là, par exemple, une commune HLM en a 2, les 2 seront issus maintenant dans l'ordre en fait donc de la liste majoritaire. Voilà, alors on a parlé aussi de 553 communes plus les 5 villes. Les 5 villes aussi, du point de vue de l'organisation, établissent ces 5 listes pour l'élection du maire de ville. Absolument. Oui. Alors aujourd'hui, effectivement, avec l'élection de Keur Massar comme département, on a scindé la commune de Keur Massar au-delà justement du regroupement. Ça fait 553. Voilà. Donc, ce Keur Massar étant scindé en deux communes, donc au lieu de 552, on a 553 communes, plus les 5 villes. Donc aujourd'hui, on a donc 558, on peut dire communes. Puisque les villes communes et villes. De communes. Communes et villes. Hein? Ouais. Mais alors, pour ces 5 villes, ça va être âprement disputé. On quitte là les investitures, en attendant bien sûr la validation des listes. C'est une autre paire de manches. Maintenant, venons-en aux enjeux. Quel enjeu pratiquement
sur les 5 villes, d'abord, nous commençons par Dakar. Quel enjeu pour Dakar? L'enjeu de Dakar, il est quand même grand. Je pense que depuis plusieurs décennies, Dakar, en tant que capitale du Sénégal, a constitué un enjeu. Parce qu'on disait souvent que qui gagne Dakar a les chances, justement, pour les élections nationales, en général, les législatives et là même la présidentielle, de pouvoir se positionner. Et d'ailleurs, en général, lorsque l'opposition se regroupait, elle avait effectivement donc justement de réelles chances pour gagner Dakar. Et ça a un impact, même du point de vue psychologique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les actuels tenants du pouvoir l'ont compris. Au-delà même des élections locales, même pour les élections législatives, ils se battent justement pour pouvoir donc gagner. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu complexe parce que avant, du moins, durant les 20 dernières années, on assistait justement à la création d'une forte coalition de l'opposition. Oui. C'était le cas en 2002 avec le CPC, comme aussi en 2009 avec le Sénégal. Mais aujourd'hui, il y a une pléthore justement de coalitions d'opposition. Entre Yewwi et entre Wallu Sénégal, vous avez Benno Bokk Yakaar. Justement, le combat est là, il risque d'être très épique. Et même à l'intérieur des différentes coalitions, il y a aussi justement un positionnement énorme. Oui. Même si aujourd'hui on a tendance pour le parti au pouvoir, c'est normal parce que c'est le président de la République qui peut s'appuyer sur un certain levier pour décider, ça va être compliqué pour l'opposition. Déjà au sein même, par exemple, de la coalition Yewwi Askan Wi, il y a quand même des positionnements et parfois même à l'intérieur même d'une seule entité. Mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile pour Yewwi Askan Wi comme pour Benno comme pour Wallu Sénégal au niveau de Dakar? Parce que Dakar d'abord a un enjeu au-delà de l'enjeu politique. Oui. C'est quand même un enjeu en termes justement de moyens financiers. On sait que le budget de Dakar c'est plus de 50 milliards. Alors on peut regrouper 10 ministères et le budget ne fait pas 50 milliards. Je parle des petits, peut-être c'est véritablement un enjeu de pouvoir. C'est un enjeu de pouvoir énorme. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, c'est une pierre justement dans la perspective de construire effectivement donc son ambition présidentielle. C'est pourquoi d'ailleurs, on l'a vu dans le passé, le maire de Dakar élit légitimement Khalifa Sall. Il a eu toutes les difficultés justement pour exercer convenablement. D'abord sous Wade, parce que la plupart de ses projets étaient freinés. Et avec l'actuel régime, il est même allé jusqu'à justement aller en prison avec justement... je ne reviendrai pas sur... Va-t-on assister au prolongement de ce combat entre Khalifa Sall et la coalition Benno? Mais c'est aujourd'hui devenu beaucoup plus compliqué parce que Khalifa... Oui. Bien qu'il soit inéligible après sa condamnation, il est aujourd'hui présent. Et il veut effectivement leur montrer qu'il bénéficie effectivement, au-delà maintenant des obstacles liés justement à la loi électorale, avec la question de son éligibilité. C'est valable aussi pour Karim Wade, mais ils sont en train aussi de montrer au pouvoir que nous sommes assez légitimes et nous sommes en mesure justement de mettre en place une coalition qui va faire face. Mais on va assister justement à la clôture du dépôt des listes et jusqu'ici, ils n'ont pas encore affiché la tête de liste pour la ville de Dakar. Oui. Oui. Et c'est moi ce qui me... Ce qui me surprend au niveau de Dakar, pour Yewwi Askan Wi par exemple, pour Yewwi Askan Wi, ce qui me surprend, c'est qu'une même entité propose 2 candidatures. Alors que normalement, Taxawu Dakar ou Taxawu Sénégal aurait dû d'abord proposer un seul candidat à la candidature justement de Yewwi Askan Wi. Mais bref, on est aujourd'hui en suspense. C'est le choc des ambitions. Entre la maire sortante, Soham Wardini et Barthélémy Diaz. Oui. On ne sait pas. Et d'ailleurs, bizarrement, ils sont dans la même commune de Mermoz Sacré-Cœur. Oui. On ne sait pas celui qui sera. Et c'est valable aussi parce que je ne sais pas si c'est confirmé. Au niveau de Wallu aussi, il y a un enjeu. Je pense que Pape Diop aujourd'hui, je pense que Pape Diop est sur le point de merci, c'est pas constaté. Pape Diop est sur le point
point de se retirer, parce qu'en vérité, il y a l'enjeu de Dakar, parce qu'il semble que les autres veulent investir en fait. Donc, de la même manière que pour Benno, entre Diouf Sarr et... Mais là c'est clair que c'est Diouf Sarr qui a été choisi. Oui, parce qu'en vérité, le président, je le disais tantôt, il peut s'appuyer sur un certain nombre de leviers. D'ailleurs, même si maintenant, moi j'ai produit un texte la dernière fois pour dire que nous sommes dans un Sénégal des paradoxes, parce que le président de la République, même s'il est entre guillemets toujours politique, mais du point de vue constitutionnel, il n'est membre d'aucune assemblée, ni nationale ni locale. Donc, alors que c'est lui qui veut choisir ses maires et ses présidents de conseil départemental. Il est président de parti. Il est président de parti, oui. Ça. Mais bon, c'est déjà quelque chose à régler. Sous cette casquette-là, il peut opérer. Ouais, mais quand même, il faut... Comme d'ailleurs l'opposition, le sens justement des élections locales. Les élections locales, c'est des élections essentiellement citoyennes. Donc on aurait dû même permettre d'abord à la base de se choisir en fait donc des candidats. Mais est-ce que l'un n'empêche pas l'autre finalement? Oui, mais ce qui va se passer, ce qui va se passer dans beaucoup de localités, on va voir la preuve. Il y a aujourd'hui une folle raison en fait donc de listes parallèles. D'ailleurs, ça ne surprend même pas que des coalitions soient suscitées, des coalitions du pouvoir soient suscitées, certainement pour vouloir capter en réalité. Mais Benno, apparemment, il a été rappelé une des décisions du chef de l'État de pouvoir même accepter une deuxième liste dans des zones où ils sont sûrs de gagner. Oui, bon, en fait, c'est une manière de casser la poire en deux et puis aussi de les mettre à l'épreuve. Oui. C'est le cas, je ne sais pas comment il a tranché. À Louga, entre Mamour Diallo et le maire sortant. Parce que Mamour Diallo a annoncé une liste quand même. Kaffrine Wilane semble s'arranger. Je ne sais pas maintenant s'il sera au département ou pas. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tantôt, le président, il a un certain nombre de leviers. Parce que parmi, en réalité, ceux qui veulent être candidats, il y a des ministres, il y a des maires, plutôt des députés. Oui. Il y a des gens qui occupent des directeurs, justement, des sociétés nationales ou d'instituts nationaux. Il y a nationaux, il y a aussi des personnes en fait qui ont été nommées par le président de la République. Ce qui fait qu'il a un pouvoir effectivement donc sur eux. Et d'ailleurs aujourd'hui, je disais il y a quelque temps, lorsqu'on a fixé le montant du cautionnement, j'ai dit qu'en fait ils ont fixé ce montant non pas pour freiner l'opposition, mais en réalité c'est pour éviter qu'en dehors maintenant de ceux qui sont dans des positions de pouvoir, puissent justement aller se payer des cautions. Mais même ici à Dakar, je connais des femmes surtout qui se sont cotisées et qui sont effectivement au niveau de la coalition Benno et qui vont se lancer dans la compétition. Le cas de Saint-Louis, Mary Teuw Niane, c'est un cas face à Mansour Faye. Là également, c'est une des zones où il est attendu un rapport de force assez inédit face à ces deux leaders. Bah, Oumar, c'est valable aussi à Kaolack cette situation. Oui. C'est valable à Thiès, c'est valable à Linguère, un c'est peu valable partout. À Ziguinchor, déjà, on a vu le clash entre Baldé. Parce qu'effectivement, du point de vue historique, il y a des villes à enjeu. Et ces communes ou ces villes qu'on vient de citer. Mais quelle lecture sur ces villes à enjeu? Quelle lecture? Vous avez parlé de Saint-Louis, vous avez parlé de Kaolack, vous avez parlé de Ziguinchor, un peu partout à travers le Sénégal. Mais qu'est-ce qui explique et justifierait cela? C'est le sens de ces élections locales? Oui, il y en a eu ces élections locales. Pourquoi ces élections-ci constituent autant d'enjeux? Alors, je pense qu'au-delà de l'enjeu qui découle justement du renforcement de la démocratie locale, surtout par aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est un élément important dans ce qui fait l'enjeu de ces élections. C'est la première fois qu'on autorise les candidatures citoyennes. Et bizarrement, je connais énormément de gens qui sont, surtout les jeunes fonctionnaires, inspecteurs des domaines, inspecteurs des finances, des gens qui sont vraiment dans des positions vraiment... j'ai été même étonné de les voir effectivement donc se porter candidat. Mais il y a aussi le fait que justement, ces élections constituent en fait une sorte, du moins, c'est aujourd'hui de laboratoire pour les prochaines élections. Ce qui me surprend, j'ai fini quand même par le comprendre, c'est que les acteurs politiques, aussi bien l'opposition que le pouvoir, veuillent donner un enjeu, en tout cas, qui ne me semblait pas en fait être de mise, c'est de donner une autre dimension que celle locale aux élections territoriales. Et j'ai compris en réalité que c'est une sorte de primaire pour les prochaines élections, particulièrement la présidentielle. Mais il y a aussi le fait que, il ne faut pas l'oublier, on a prorogé
plusieurs fois le mandat. Aujourd'hui, ceux-ci avaient été élus en 2014. Ils ont pu avoir 2 ans et demi de prorogation. Dans certaines situations, justement, dans certains cas, certains sont fatigués. Pour eux, il faut les remplacer. Et le pouvoir, et d'ailleurs c'est une option aussi qui a été prise pour l'essentiel par le pouvoir, c'est de les maintenir compte tenu peut-être de leur ancrage avec les populations. Alors, en parlant des circonscriptions à enjeu, vous avez également Thiès. Les alliés du chef de l'État à l'intérieur de Benno, Thiès apparemment fait beaucoup de bruit. Beaucoup de leaders de Benno ont été écartés au profit de Rewmi et vous avez suivi justement les conséquences. Quelle lecture, vous qui connaissez bien cette localité, est-ce qu'il y a des risques de votre sanction contre Benno? Oui, d'abord ce qui est surprenant, c'est que au niveau de la ville comme des autres communes, que Rewmi, qui est devenu allié au sein de la grande coalition présidentielle, Benno Bokk Yakaar, veuille tout accaparer. Alors que il y a quand même, je ne parle même pas de la période de 2012 où leur parti a accédé au pouvoir, mais de la période d'avant. La période d'avant, quand même, il y a toujours eu des gens qui ont été là-bas, les Abdou Mbow, les Malick Mbaye, les Demba Diouf et autres, qui sont battus justement pour mettre en place leur coalition. D'ailleurs, ils étaient alliés avec, lors des élections de 2009, ils étaient alliés avec Talla Sylla. Alors aujourd'hui, entre-temps, Talla Sylla est devenu maire avec son alliance dans le cadre et qui a décidé d'y aller, sous sa propre bannière. Talla Sylla, lui, il a décidé effectivement de faire sa liste. La grande question maintenant, quelle sera l'attitude des responsables de l'APR qui semblent être exclus justement parce que le Rewmi veut tout prendre. Vous craignez un bloc autour de ces différents je ne sais pas leaders, qu'est-ce qu'ils vont décider, mais dans tous les cas, il y a une division, et même à l'intérieur, en fait, même des gens de APR, parce que dans les différentes communes, souvent on voit 4 à 5 candidats, effectivement, qui sont souvent brandis, mais au final, on verra, parce que les prochains on verra, mais ce n'est pas propre que dans Benno. Vous avez aussi dans Yewwi Askan Wi, Moussa Tine aussi, comme Babacar Diop, là c'est apparemment disputé. Alors il faut dire que moi, mon ami Moussa m'a informé hier que, en fait, finalement, on a tranché en faveur de Babacar. Ah oui? Alors moi, je m'étais toujours dit que Thiès, pour l'opposition, n'avait pas de problème. Il était très facile. D'abord, on a 3 communes d'arrondissement. Il y a déjà l'autre, le responsable ou le numéro 2, en fait, de Pastef. D'après mes informations, il semble qu'il va aller au nord, au niveau de la commune de Nord. C'est Birame Souleye. Je ne sais pas si c'est confirmé. Maintenant, ils auraient dû, les leaders, se concerter et puis chacun dirige une commune et essayer maintenant de voir le profil, le meilleur profil maintenant au niveau pour occuper la fonction pour postuler au niveau de la ville. Étant entendu que maintenant, l'enjeu était moins grand parce qu'entre les leaders qui sont quand même connus, ils ne sont pas nombreux au niveau national. D'autant plus que d'ailleurs, Thierno Alassane a décidé de faire cavalier seul. Il a créé sa propre liste. Donc ça s'ajoute aussi à l'enjeu fondamentalement de Thiès. Ah, Kaolack. À Kaolack, vous n'êtes pas sans savoir aussi que j'y étais la dernière fois pour une formation pour le compte de la coalition And Nawlé, dirigée par Serigne Mboup, et il va falloir aussi compter avec cette coalition-là. Oui. Serigne Mboup, qui est le président de la chambre de commerce de Kaolack. Oui. Et qui au-delà, parce que moi je pensais simplement qu'ils sont présents au niveau de la commune, mais ils sont présents aussi avec Benjeloum, ils seront présents effectivement au niveau du département. Oui, mais comment appréciez-vous, par exemple, cette participation de quelqu'un comme Serigne Mboup dans ces joutes électorales au niveau de la commune de Kaolack? Alors, ça apporte quelle touche finalement? Justement, ça démontre encore une fois le caractère local de ces élections. Exactement. Dans le but de développer ces localités avec une vision stricte développement. Baye Oumar, c'est ça en fait. Je pense que les élections locales, c'est des élections citoyennes. Et quand même, quoi qu'on puisse dire, l'acte 3 a posé des actes quand même assez forts en termes justement de renforcement de la participation citoyenne et qui sont aujourd'hui définis à travers des mécanismes
pour permettre aux citoyens de marquer en fait donc sa présence et de contribuer effectivement au développement territorial. C'est d'ailleurs, il faut voir les articles 6 et 7 du Code général des collectivités locales qui permettent aujourd'hui aux citoyens, individuellement ou collectivement, dans le cadre justement des cadres de concertation, de pouvoir prendre des initiatives et se rapprocher en fait donc justement du maire ou du président du conseil départemental pour justement contribuer au développement local. Il y a ici ajoute aussi les prérogatives justement de contrôle et de participation à la définition à la fois des politiques publiques, de la mise en œuvre, comme effectivement. Alors très rapidement, donc vous dites simplement qu'aujourd'hui il faut user, il faut utiliser comment, il faut bénéficier en fait donc des compétences, il faut bénéficier en réalité des différentes justement compétences des collectivités territoriales. Et là il ne faut plus laisser simplement aux politiques justement le soin d'avoir l'ambition de gérer. Et qu'est-ce qui risque de faire la différence? C'est les actes qui sont déjà posés pour quelqu'un comme Serigne Mboup à Kaolack, pour quelqu'un comme Mansour Ndiaye dans le Rosso, pour quelqu'un d'autre comme Mary Teuw Niane face à Mansour Faye. Qu'est-ce qui risque de départager ces différents leaders finalement? C'est la dernière question. Mais c'est les citoyens. Oui. Ce sont les citoyens qui librement vont s'exprimer à travers, on l'espère, un scrutin transparent et démocratique. On va laisser les citoyens. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, en général, il y a beaucoup de positionnement, de tiraillement, de suspicion, de doute. Mais au final, ce sont les citoyens qui restent en fait donc les meilleurs arbitres du jeu politique. Et le ton est donné, les enjeux sont connus. Le citoyen, pour trancher, dispose-t-il de tous les atouts, de tous les moyens? Vous êtes le président du dialogue citoyen. L'enjeu, il est citoyen. À l'épreuve aussi, c'est aux citoyens de départager les uns et les autres. Est-il outillé? Justement, c'est tout le sens ou la raison justement qui nous avait poussé il y a un peu plus d'1 an à créer en fait donc le dialogue citoyen pour la consolidation de la démocratie et la paix. Parce que pour nous, le dialogue, c'est à 2 niveaux. Il y a d'abord le dialogue politique au niveau national, mais le dialogue citoyen qui est en fait un outil de la décentralisation, qui est un moyen pour permettre en fait donc aux citoyens de participer de manière active et éclairée justement à la gestion des collectivités territoriales. Comme d'ailleurs l'a prévu justement le Code général des collectivités locales à la suite justement de l'article 102 de la Constitution, qui édicte d'ailleurs, on a tendance à dire que oui, l'acte 3 a érigé en fait donc la participation au rang de principe, mais je pense que c'est depuis la réforme constitutionnelle de 1994 qui a d'abord introduit la décentralisation et réitéré à travers aujourd'hui l'article 102 et qui a pris en compte justement la territorialisation justement des politiques publiques et la participation à la mise en œuvre justement des projets de l'État. Mais il est important de rappeler qu'il est resté intact justement ce principe qui voudrait que les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. C'est de ce point de vue que moi, je ne peux pas comprendre qu'on veuille justement détourner le sens de ces élections locales et en faire justement un autre enjeu, alors que véritablement il faut permettre, et parfois même sans clivage. Et d'ailleurs, on va le voir sur le terrain, parce que ce soit de la coalition du pouvoir comme celle de l'opposition, elle ne peut pas être présente partout. Parce que vous connaissez, il y a beaucoup de zones où effectivement elles vont devoir justement s'appuyer en fait donc sur les fortes personnalités qui ont le profil justement pour contribuer avec justement leurs projets, avec leurs initiatives. Mais faudrait-il aussi que les citoyens soient outillés pour d'abord être en mesure de recevoir l'offre programmatique, de l'apprécier à sa juste valeur avant de faire leur choix. Et je pense que aussi la presse a un rôle extrêmement important à jouer, mais la société civile aussi a un rôle à jouer. J'espère que justement on aura à mettre en place justement des mécanismes qui permettront aux citoyens de participer justement à faire un choix, d'abord un choix justement éclairé, mais aussi de contribuer justement au développement donc territorial à partir justement de la mise en œuvre, plutôt de l'élaboration de la mise en œuvre, mais aussi par le biais du contrôle citoyen, à faire en sorte que justement les enjeux de ces élections locales, parce qu'on semble l'oublier, c'est d'abord l'enjeu justement de la mutualisation des compétences et de la coopération, qui reste en fait aujourd'hui le maillon faible, après que l'État, malgré le projet annoncé justement d'une refonte de l'architecture territoriale, a voulu effectivement laisser intacte
justement des entités qui aujourd'hui ne peuvent pas être viables ni compétitives. Parce qu'on ne peut pas avoir 19 communes d'arrondissement à Dakar, on ne peut pas avoir à l'intérieur du pays des communes rurales qui sont devenues des communes de plein exercice et qui peinent à avoir 500 000 francs de recettes donc fiscales. Alors il faut aujourd'hui, à défaut donc de cette refonte de notre architecture territoriale comme la fusion, mais le ministre déjà a annoncé très tôt qu'il n'y aura pas de fusion. Mais je pense que le moyen aujourd'hui de contourner cela, c'est la mutualisation. Une des limites, c'est aussi mettre fin à ce cumul. Oui, je l'ai dénoncé d'ailleurs. Et rappelez-vous, Baye Oumar, dans le projet Yoonu Yokkute, ils avaient écrit noir sur blanc qu'ils sont contre toute forme de cumul. Mais aujourd'hui, on peut être député, maire, on peut être ministre et maire. On est ministre, on est maire de Mankakouli-Bantan, on est maire de Matam. Alors que je pense que partout au Sénégal, on peut avoir des personnes indépendantes qui peuvent justement suppléer. C'est pourquoi moi, je me dis qu'au-delà de la nécessité de réactualiser le code général, justement, plutôt la loi sur les cumuls, parce que c'est une loi qui date de 1996. C'est parce que la loi n'a pas été réactualisée qu'aujourd'hui, quelqu'un devient, en fait, donc, maire, devient plutôt président du conseil départemental et ministre. Parce que c'est par le défaut de réactualisation de cette loi que Idriss Seck cumule sa fonction aujourd'hui de président du conseil économique, social et environnemental avec celle, justement, de président du conseil départemental. Parce que là, dans la loi, on parle de conseil régional. Mais et pourtant, ils ont utilisé cette même loi pour démettre Aïda Mbodj, parce que la loi aussi comporte justement la limitation du mandat électif. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut interdire que, même si, par exemple, on peut être ministre, on peut être député et conseiller, mais qu'on interdise à un ministre et à un député d'être membre du bureau, effectivement, du conseil municipal ou du conseil départemental. De quelle collectivité locale avons-nous besoin pour demain? De quel Sénégal pour demain? Et cela passe par des collectivités territoriales fortes, capables d'émerger et de se développer, mais aussi par un profil à la hauteur des enjeux. Des enjeux, il en sera ainsi. C'est pourquoi nous avons voulu que cette émission soit pédagogique, permette à nos auditrices et à nos auditeurs de comprendre le sens, la portée et les limites de ce processus électoral à partir de ce scrutin du 23 janvier 2022. Ça a été un plaisir encore une fois. Ndiaga Sylla, expert électoral, directeur du cabinet Select, cabinet d'expertise électorale, de nous donner ces explications en insistant sur le sens, la portée et les enjeux. Merci beaucoup, Ndiaga Sylla. C'est moi qui vous remercie, Bayoumar. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Également, un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête Aline Badra Socé. Excellente suite sur la 98.5.